Voici l'histoire d'un monde, le nôtre, du temps où il était dominé par les dinosaures. Il foulait alors le même sol que nous. Il buvait la même eau. Il respirait le même air. Et s'affrontaient sur les mêmes champs de bataille que les nôtres. Quand soudain, ils ont dû faire face à l'impensable. Des heures parmi les plus terribles dans l'histoire de notre planète. Voici le récit des événements qui ont mis fin à leur présence sur Terre. Les derniers jours des dinosaures. La Terre, il y a 65 millions d'années. Il y fait alors plus chaud qu'aujourd'hui. Le long de la côte ouest de l'actuel continent nord-américain, des montagnes surplombent des vallées couvertes de forêts luxuriantes. C'est ici que l'évolution a donné ses derniers avatars préhistoriques, les dinosaures. 12 mètres d'envergure pour un poids de plus de 160 kilos. Voici Quetzalcoatlus, le plus grand animal ailé de tous les temps. 1 kilomètre plus bas, un petit déjeuner auquel aucun carnivore ne saurait résister. Il faudra 18 ans à ce jeune tout juste éclos pour devenir le prédateur le plus redouté de l'époque. Pour l'heure, ce tyrannosaure Rex, haut comme 3 pommes, ne ferait pas peur à une mouche. Exposé à tous les risques, il n'est pourtant pas complètement dépourvu de protection. Son père a beau être à la chasse, un sens de l'odorat aiguisé lui permet de flairer des proies à de grandes distances et lui rend également de précieux services pour assurer la protection de ses petits. Quand un problème survient, il en est aussitôt informé par son nez. Son métabolisme oblige Quetzalcoatlus à se nourrir régulièrement. Ce corps profilé a besoin d'abondantes sources de protéines qu'offre par exemple ce bébé Tyrannosaure Rex d'1,5 kg. Ses ailes immenses permettent à Quetzalcoatlus d'effectuer des vols planés sur de longues distances. Toutefois, lorsqu'il est acculé dans un coin, comme ici, ses proportions entravent son envol. Par chance, il s'en sort bien. De toute la couvée du Tyrannosaure Rex, seul un petit a survécu. S'il atteint un jour la taille adulte, il fera 5 mètres de haut et pèsera plus de 7 tonnes. Ce qui n'empêchera pas le ciel de lui tomber sur la tête. Car une tempête causée par un événement survenu longtemps auparavant
va s'abattre sur la planète. On voit ici la ceinture d'astéroïdes située entre les orbites de Mars et Jupiter, à 320 millions de kilomètres de la Terre. Des milliards de météores, tous lancés à travers l'espace dans la même direction, comme des voitures sur une autoroute. Tous, sauf celui-ci, qui se déplace en diagonale sur une toute autre trajectoire. On pourrait le comparer à un poids lourd qui s'élancerait soudain en travers de la circulation, à ceci près qu'il fait 65 km de large et avance à 35 000 km/h. Après l'explosion des deux astéroïdes, des millions de fragments se dispersent. Celui-ci, qui fait plus de 10 km de large, aura une destinée à part. C'est un rocher qui va changer le cours de l'histoire en se dirigeant vers la 5e planète du système solaire, la seule qui abrite la vie, la Terre. Dans le nord-ouest Pacifique, un ankylosaure redoute des dangers plus immédiats. Ce géant herbivore est bâti comme un tank et équipé d'une cuirasse capable de supporter le poids de 4 tyrannosaures rex de 7 tonnes. Même ses paupières sont cuirassées. Il n'en est pas moins au menu du jour. Il n'y a rien qui ne tombe dans l'escarcelle de Tyrannosaurus rex. Toutefois, l'ankylosaure a d'autres cordes à son arc. Il arbore une queue massive comparable à une massue, capable de briser des os. Même si le Tyrannosaurus rex a perdu cette bataille, sa chasse ne s'arrête pas là. Pendant ce temps, les grands reptiles de la planète vivent dans une ignorance totale de ce qui se dirige sur eux. Les Tricératops comptent alors parmi les dinosaures les plus répandus sur le continent nord-américain. Bien qu'herbivores, ils ne se bornent pas pour autant à faire tapisserie. Les mâles ne prennent pas à la légère les combats qui préludent à la saison des amours. Une confrontation entre ces monstres de 6 tonnes peut faire des morts. Cette fois, l'intimidation aura suffi. Mais un autre ennemi attend son heure en coulisses. Celui-là ne se bat pas pour l'amour. Grâce à sa vitesse et à sa carapace, Tricératops est en mesure de vaincre un Tyrannosaurus rex, mais pas deux. Chassés par paires permettent à l'un des deux de passer derrière les cornes meurtrières et la collerette osseuse de leur proie. Il y a là assez de viande pour tenir pendant plusieurs semaines, pour peu qu'ils aient le temps d'en profiter. « 400 000 km au-dessus d'eux se trouve le dernier rempart contre la catastrophe. La Lune a d'ailleurs déjà sauvé la planète. Sa surface balafrée porte la marque d'innombrables collisions. Ainsi, le cratère Tycho, que l'on voit ici, a un diamètre de plus de 80 km. Il aurait été créé par un astéroïde 2 fois plus petit que celui qui arrive. Il est rare néanmoins que la Lune se trouve au bon endroit au bon moment. Désormais, rien n'arrêtera plus l'astéroïde. Ce météore n'est pas aussi étrange qu'il y paraît à première vue.
Comme la Terre, il est essentiellement composé de roches et d'eau. Dans le vide et le froid de l'espace, l'eau gèle et acquiert l'état solide du permafrost. À l'intérieur, cependant, subsiste un cocktail chimique composé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Les ingrédients essentiels à la vie. Les fragments d'astéroïdes comme celui-ci ont peut-être fourni les éléments de base à la vie terrestre. Cette vie qui aurait abouti à l'apparition des dinosaures. Mais ce qui un jour donne la vie peut aussi la reprendre. La plupart des dinosaures de la vallée chassent et se restaurent dans la journée et dorment la nuit. Ce géant herbivore, un ankylosaure, guette d'éventuels prédateurs. Sous le couvert de l'obscurité, toutes sortes d'êtres vivants surgissent de leur cachette, tel le Mésodma, un mammifère primitif de la taille d'un opossum. Comme la plupart des mammifères, le Mésodma a tout intérêt pour survivre à se tenir à l'écart des dinosaures. Il ne sort que la nuit pour un festin de racines et d'insectes. Tandis que les géants dorment, les créatures les plus modestes assistent à un événement cosmique, une pluie de météores. Produit par la collision, chaque trait de lumière est un minuscule fragment d'astéroïde qui brûle en entrant dans l'atmosphère. Autant de signaux avant-coureurs du missile bien plus important lancé à une allure forcenée à travers l'espace. Un astéroïde dont la collision est maintenant programmée. Au bout de sa trajectoire, la Terre. Au centre de l'actuel Mexique, un troupeau d'alamosaures parcourt les plaines en quête de pâture. Il s'agit d'une espèce apparue depuis peu. Même pour des dinosaures, ils sont énormes. Ce sont les derniers des sauropodes, les plus grands animaux à avoir foulé le sol terrestre. Longs de 20 mètres et hauts de 12, les alamosaures pèsent jusqu'à 30 tonnes. Afin d'alimenter un corps aussi massif, ils consomment jusqu'à 1 tonne de feuilles par jour. En quelques heures, un immense troupeau comme celui-ci dépouille un paysage de sa végétation. Dans sa quête éperdue d'aliments, quand vient pour elle le temps de la ponte, cette nomade boulimique est bien trop occupée pour construire un nid. Elle se borne à pondre des couvées de 5 ou 6 œufs afin d'augmenter les chances de survie d'au moins une partie de sa progéniture. Dans des conditions normales, seul un alamosaure sur 3000 atteindra l'âge adulte. Quoi qu'il en soit, ces œufs n'auront bientôt plus que des chances infinitésimales d'arriver à maturation. En effet, à seulement 20 minutes de là, 2000 milliards de tonnes de roches fondent désormais sur eux. L'importance de la menace tient d'une part à la masse du fragment d'astéroïde, d'autre part à sa vitesse. À mesure qu'il se rapproche, la force gravitationnelle de la Terre augmente et l'astéroïde accélère, passant de 65 000 à 72 000 km/h. Or, la masse multipliée par l'accélération produit de la force. Au moment où il pénètre dans l'atmosphère, sous l'effet de frottement, l'astéroïde prend l'aspect d'une boule de feu qui enjambe l'Atlantique, fusant vers le Mexique et ses alamosaures. En 4 minutes, il a déjà survolé l'océan. Il écrase et surchauffe l'air environnant, ce qui transforme les gaz et les dépôts clastiques en plasma incandescent. À 20 000 degrés,
il flamboie avec un éclat supérieur à celui d'1 million de soleils. En seulement 5 secondes, il traverse l'atmosphère. L'impact semble instantané. Toutefois, au cœur du cataclysme, se produit une série de phénomènes distincts, invisibles à l'œil nu. La trajectoire de l'astéroïde forme avec la surface terrestre un angle aigu d'environ 30 degrés. En d'autres termes, c'est au nord du point d'impact que s'exercera la force la plus destructrice. Avant même que la boule de feu touche le sol, son éclat aveuglant dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À 800 km de distance, la lumière est si intense qu'elle rend transparente la chair des alamosaures et projette leur ombre par saccades. La lumière leur brûle le globe oculaire. Ils ne distinguent plus rien de ce qui arrive sur eux, mais ils peuvent le sentir. Une force explosive de 100 millions de mégatonnes, plus puissante que n'importe quelle arme nucléaire jamais construite. Si l'astéroïde s'était écrasé au milieu de l'océan, une partie de la force aurait été amortie. Au lieu de quoi, il vient s'écraser dans les eaux peu profondes du golfe du Mexique, qui se vaporisent aussitôt. En une fraction de seconde, l'astéroïde tout entier se désintègre. De la Terre et de la roche sont également pulvérisés et projetés vers le ciel à 150 000 km/h. Dessous, ce sont 120 000 km3 de croûte terrestre qui explosent. À 800 km du point d'impact, la température de l'air dépasse alors les 300 degrés. De quoi faire bouillir l'eau contenue dans la peau des dinosaures qui s'échappe par bouffées de vapeur. Des souffles d'air brûlant absorbent la moindre goutte d'humidité présente dans la végétation. Les choses et les êtres exposés à la chaleur caniculaire sont brûlés vifs. « 108 secondes après l'impact dans le golfe du Mexique, on aperçoit dans le ciel du nord-ouest Pacifique des traînées lumineuses de roches pulvérisées. Deux minutes se sont écoulées depuis que l'astéroïde a percuté la Terre. Depuis leur perchoir à la cime d'un escarpement, un couple de Quetzalcoatlus perçoit les lueurs de la boule de feu au-dessus de l'horizon, à 5000 km de distance. Les flammes irradient à 160 km au-dessus du lieu de l'impact, au-delà de l'atmosphère et jusque dans l'espace. À une altitude et avec une intensité suffisante pour être aperçu sur l'horizon depuis une distance équivalente à 1/8 du périmètre terrestre. Dans la zone de la collision, les pertes en vies animales sont immenses. Fait étonnant, il y a tout de même des survivants. Seuls ceux qui ont eu la chance d'être abrités par une montagne résistent aux explosions de chaleur et de lumière. Lors de l'impact,
Des blocs de la taille d'un immeuble ont explosé dans l'air à des vitesses supersoniques. Des centaines d'alamosaures rescapés se retrouvent sous les bombardements. C'est d'en bas que surgit la deuxième vague. Un séisme d'une magnitude de 11,1 sur l'échelle de Richter, soit presque 60 fois supérieur à ce que l'homme a connu jusqu'ici. La troisième vague est constituée par l'onde de choc de l'explosion qui irradie en un cercle parfait. Elle émet une force qui se propage dans l'air plus vite que le son, arrache la peau des bêtes, projette en l'air des dinosaures de 30 tonnes comme autant de poupées de chiffon. Cinq petites minutes après l'impact, 3 vagues de destruction ont décimé des espèces tout entières. En effet, beaucoup d'autres dinosaures de la région ont connu le même sort que l'alamosaure. La plupart des œufs n'a pas non plus été épargnée. Encore que la Terre offre parfois un abri efficace. Aussi, certains œufs enfouis dans la fraîcheur du sol sont-ils sains et saufs. De nouvelles vies d'alamosaures sont à naître. Un espoir subsiste, du moins pour l'instant. De l'autre côté de la planète, on ne perçoit pour le moment aucun signe du cataclysme. La Mongolie se trouve à 12 000 km de l'impact. La brousse y subvient aux besoins de centaines d'espèces de dinosaures. Pour cette famille de Carnosaurus réunie ici autour d'un point d'eau, rien de nouveau sous le soleil. Ces spécimens peuvent peser jusqu'à 4 tonnes et mesurer 12 mètres de long. Il n'empêche, ce sont des végétariens, de caractère docile. Sauf lorsqu'ils ont à se défendre ou à protéger leur progéniture, on ne peut plus vulnérable à ce stade, compte tenu des prédateurs affamés tapis un peu partout. Les pattes arrière armées de griffes démesurées, tranchant comme des rasoirs, voici le chacal du Crétacé, le Saurornithoides, un reptile très intelligent. Le ratio qui mesure le poids de son cerveau par rapport à celui du corps est l'un des plus élevés pour un dinosaure. Il a beau avoir faim, il a conscience qu'il vaut mieux ne pas se frotter à un Carnosaurus adulte. D'autant plus qu'il existe des proies plus faciles. Victime de sa voracité, le voleur s'expose aux foudres de la mer, erreur qu'il est néanmoins capable de flairer. 2 spécimens de dinosaures on ne peut plus différents se jaugent mutuellement. L'un a la vitesse et la jugeote d'un carnivore, l'autre est 80 fois plus grand. Les grands herbivores ne sont pas faits pour se battre. C'est d'ailleurs là-dessus que compte le Saurornithoides, d'autant plus que des renforts arrivent.
la vitesse et la ruse donnent l'avantage à ces petits chasseurs. Toutefois, face au type d'ennemi qui s'approche maintenant, la taille et l'intelligence sont de peu d'utilité. De l'autre côté de la planète, une boule de feu s'élève à 160 km d'altitude. 70 milliards de tonnes de pierre et de terre forment un nuage de poussière et de cristaux qui envahit les couches supérieures de l'atmosphère. Il se répand à toute vitesse. C'est ce qu'on appelle un nuage d'éjecta. Les matières se dispersent à haute altitude, des billions de microparticules retournent dans l'atmosphère. Les frottements engendrent une chaleur intense, un nuage de poussière à 800 degrés qui chauffe tout ce qui se trouve en dessous. Du haut de leur escarpement dans le nord-ouest Pacifique, les Quetzalcoatlus mâles et femelles aperçoivent sans peine le nuage qui s'approche. Au fond de la vallée, des brumes épaisses venues de l'océan bouchent le ciel. Un lourd manteau d'humidité qui empêche de voir venir l'apocalypse. Encore qu'ici aussi, les animaux reçoivent un avertissement. Non pas du ciel, mais du sol. Quand l'astéroïde a frappé, la plus grande partie de l'énergie a été réfractée vers l'extérieur ou vers le haut. Seul 1% de la force se propage dans le sol, de quoi faire résonner la Terre comme une grosse cloche. Des ondes sismiques voyagent en surface et en profondeur. « 16 minutes et 40 secondes après l'impact, elles atteignent le nord-ouest Pacifique. Dans la vallée, la terre tremble, secouée par un séisme d'une magnitude de 11,1. Les tricératops, pris de panique, tentent de remonter la vallée pour échapper aux secousses et aux chutes de débris. Les petits animaux se réfugient sous terre. Pendant ce temps, le nuage d'éjecta s'approche à 16 000 km/h. Sa chaleur implacable dessèche la planète. Telle une pile monstrueuse, le nuage se charge de millions de volts d'électricité statique, ce qui crée un gigantesque orage. Des rochers surchauffés pleuvent sur la vallée. C'est une grêle de feu qui s'abat. Les Quetzalcoatlus fuient les ravages du séisme, mais il n'est nulle part où s'abriter. Seul, le sol de la vallée pourrait leur offrir un refuge, mais leur taille ne leur permet pas de descendre assez vite. Soudain, les ailes déchirées du mâle ne le retiennent plus dans le ciel. Faute de trouver un refuge, sa partenaire sera la prochaine victime. Sur les flancs de la montagne, un couple de tricératops passe au-dessus des brumes fraîches. À peine sont-ils sortis de la vallée ravagée par le tremblement de terre que le nuage d'éjecta leur tombe dessus comme un chalumeau.
L'Amérique du Nord, qui était encore il y a quelques heures un Eldorado pour les dinosaures, est désormais un véritable enfer. À 12 000 km de là, le nuage en provenance de l'Est investit l'Asie en silence. En Mongolie, la température au sol grimpe de quelques degrés chaque seconde. Pas le moindre avertissement audible, seulement une chaleur croissante. Une fois atteint les 50 degrés, le seul espoir de survie est de trouver un refuge. À 70 degrés, la survie se mesure en minutes. À plus de 90 degrés, en secondes. 90 minutes après l'impact, la température au sol en Mongolie culmine à 150 degrés. Pourtant, les dinosaures n'ont pas encore tous rendu l'âme. Le microclimat d'une grotte offre à une poignée de rescapés une fraîcheur suffisante pour respirer. Un refuge qu'il faut cependant partager, d'où une trêve imposée et fragile entre ennemis jurés. Une paix qui commence d'ailleurs déjà à se fissurer. Dans le nord-ouest Pacifique, la densité de la brume protège encore la vallée en faisant écran à la chaleur intense qui règne plus haut. Dans les zones abritées comme celle-ci, de petits groupes de dinosaures résistent. Les fortes températures et l'humidité obligent les tricératops à rester en mouvement. Les charognards, eux, ont l'embarras du choix. Mais la plupart des animaux, piégés par le nuage d'éjecta, n'ont pas cette chance. Le Quetzalcoatlus femelle est l'un des derniers survivants de son espèce. Au-dessus de la vallée et sur toute l'Amérique du Nord, la chaleur caniculaire a allumé des incendies, des feux d'une telle intensité qu'ils engendrent leur propre vent. Au fond de la vallée, la pression atmosphérique chute brusquement. Cette baisse crée un vide où s'engouffrent les flammes. Le feu se répand dans la végétation asséchée comme une traînée de poudre. C'est à la périphérie de l'incendie que les températures sont les plus élevées et que les flammes avancent le plus vite. Elles franchissent la vallée à une vitesse de 15 km/h. Le tyrannosaure Rex, capable il est vrai de courir 2 fois plus vite, ne peut pas non plus maintenir éternellement une telle cadence. C'est maintenant une tempête de feu qui sévit dans la cuvette. 1000 degrés, la température à laquelle fond l'aluminium. Affolés, les animaux se ruent sur les hauteurs qui surplombent la vallée. Mais en montant, l'incendie progresse plus vite. Certains, les plus chanceux, parviennent à se faufiler sous les flammes.
aux dinosaures, ils n'ont, en raison de leur taille, nulle part où se cacher. Les ailes encore endommagées par les chutes d'Ejecta, le Quetzalcoatlus blessé se débat pour prendre son envol. Deux heures après la chute de l'astéroïde, la planète baigne dans la poussière et la fumée. Des incendies font rage dans tout l'Occident. L'un des derniers Quetzalcoatlus, un ptérosaure ailé grand comme une girafe, s'efforce de gagner les heures. Vu du ciel, ce qui fut une vallée verdoyante n'est plus désormais qu'un vaste brasier. Même si les animaux capables de voler peuvent échapper aux flammes, rares sont les endroits où se poser, et il n'y a quasiment rien à manger. Une chaîne alimentaire hier assez abondante pour sustenter des géants manque désormais de son ingrédient principal, les végétaux. À 12 000 km de là, en Mongolie, les températures finissent par retomber. Une poignée d'animaux reste terrés dans la sécurité d'une grotte. À la vue d'un repas offert, les Saurornithoides cèdent à leur voracité. Peu après, les Carnosaurus les plus courageux leur emboîtent le pas et reprennent le chemin du point d'eau. L'un d'eux n'ose pas quitter la grotte. Les Ejecta commencent à se dissiper. Les trouées dans la nappe nuageuse révèlent que la variation de température a bouleversé les systèmes météorologiques de la planète. En Mongolie, des vents puissants soulèvent des milliards de tonnes de sable et de poussière. Une montée d'air chaud provoque une tempête de poussière. L'imagerie thermique permet de rendre compte de sa formation. Elle soulève sur son passage des particules de poussière et de sable et puise une énergie grandissante dans la chaleur du sable. La fournaise de 150 degrés dans laquelle la Mongolie vient d'être plongée transforme un phénomène météorologique classique en une tempête monstre. Pris dans la tourmente, les Saurornithoides profitent de leur taille modeste pour se tapir. Contrairement aux Carnosaurus qui sont à découvert, fouettés par le sable. Plus ils se débattent, plus ils s'essoufflent, et plus leurs poumons se remplissent de sable, jusqu'à la suffocation. La tempête sévit sur une grande partie du continent. De longues heures s'écoulent avant que les vents faiblissent. Le dernier Carnosaurus, la femelle sauvée une fois de plus par la grotte, se dirige seul vers le point d'eau. À mi-parcours, il découvre qu'il est l'ultime survivant du troupeau. Il reste néanmoins des dinosaures vivants aux alentours.
Blottis contre le cadavre d'un Carnosaurus, les Saurornithoides ont échappé aux épisodes les plus violents de la tempête. Hélas, le sable a enseveli leur repas. Ils retournent d'instinct sur les lieux de leur meilleure chasse, le point d'eau, où le dernier Carnosaurus étanche sa soif. Même s'il est encore en vie, la fatigue l'empêchera de fuir tout autre danger. Bien qu'affamés, les Saurornithoides sont affaiblis par les rafales de vent de sable et le manque de nourriture. Un seul d'entre eux ose attaquer. Sa proie est encore trop épuisée pour s'échapper. Mais cette fois, la taille fera la différence. L'autre Saurornithoides s'approche. Il n'a cependant aucune intention de se jeter sur le Carnosaurus. Un repas lui tombe tout cuit du ciel. Une semaine après l'impact, la nourriture se fait rare sur Terre. La vie est plus dure que jamais pour les herbivores. Les plus gros spécimens doivent manger en très grande quantité pour nourrir leur corps immense. Mais les végétaux sont tout simplement introuvables. Les carnivores sont plus chanceux. Ils peuvent manger les herbivores. Mais 2 tricératops d'un coup, c'est trop. Pour le moment. 3 jours après l'impact de l'astéroïde, la planète bleue est plongée dans le noir. La nature y est tout sauf verdoyante. Les écosystèmes entiers sont bouleversés. Dans les forêts tropicales d'Asie, les Carnosaurus découvrent que les plantes dont ils raffolaient ne sont plus comestibles. La forêt, leur habitat, est en train de se retourner contre eux à cause de réactions chimiques provoquées par l'impact. À la surface embrasée de l'astéroïde, des molécules d'azote et d'oxygène en fusion ont produit de l'oxyde nitrique. Mais c'est au point d'impact que la situation se corse. La météorite a atterri dans un bassin de calcaire riche en soufre. Prenez 70 milliards de tonnes de roches sulfureuses réduites en poudre,
Mélangez-les à des millions de tonnes d'oxyde nitrique et ajoutez la plus grosse giclée d'eau de toute l'histoire, vous obtiendrez deux des produits chimiques les plus corrosifs existants dans la nature, l'acide nitrique et l'acide sulfurique. La fumée et les particules de suie s'échappant des incendies viennent grossir ces nuages toxiques qui déverseront des pluies acides. Elles détruiront les plantes qui les absorbent et priveront par là même les grands herbivores de leur nourriture. Le feu, la chaleur et les pluies acides ont tout ravagé. La nature est méconnaissable. Normalement, les tricératops ne parcourent pas plus de quelques kilomètres par jour. Jusque-là, ils n'en ont pas eu la nécessité. Mais désormais, le continent nord-américain a perdu toute sa végétation. La faim pousse donc les géants herbivores vers la côte pacifique. Et jusqu'à l'océan, ils ne rencontrent que des paysages dévastés. Certaines régions sont miraculeusement protégées des cataclysmes par leur géographie. C'est le cas d'une île qui semble avoir été épargnée. Peut-être contient-elle encore des végétaux. Le Quetzalcoatlus femelle vole depuis 3 jours. Il est affamé et à bout de force, quand enfin il aperçoit l'île. Très loin sous la surface de l'océan, c'est l'agitation. Les fonds marins bougent, la roche sédimentaire se fend et se désagrège. La cause de ces mouvements est la propagation dans tout l'Atlantique et le Pacifique des ondes sismiques déclenchées par l'impact. Les fonds des deux océans vibrent. Des glissements de terrain ont lieu sur plusieurs centaines de mètres de profondeur. Le niveau de l'eau chute brusquement, ce qui provoque une forte houle. Puis, dans toutes les mers du monde, le sol se dérobe. Si un séisme ordinaire ne déplace pas les fonds marins de plus de 15 mètres, un glissement de terrain qui a lieu sous l'eau a des conséquences autrement plus graves. Le sol se fend en deux en créant une vague immense qui avance à des centaines de kilomètres par heure. On a alors affaire à un méga tsunami. Sur la côte pacifique, l'océan se retire sur plusieurs centaines de mètres en découvrant d'immenses étendues. L'île devient soudainement accessible par la terre. Les pluies d'éjecta ont, semble-t-il, épargné la forêt qui se dresse devant les nouveaux arrivants. Plus loin en mer, la vague grossit. Quand elle franchit le plateau continental, son sommet atteint plus de 90 mètres de hauteur. C'est une vague colossale, l'une des plus hautes de toute l'histoire de la planète. À 1 kilomètre de la côte, les 3 tricératops atteignent enfin la terre promise.
Protégée des éjectats par la brume marine et des incendies par l'océan, l'île renferme tout ce dont ils ont besoin. Le Quetzalcoatlus n'a pas mangé à sa faim depuis des jours. L'astéroïde a réveillé les forces les plus destructrices de l'océan. Un raz-de-marée de près de 100 mètres de haut. En quelques secondes, ce déluge s'abat sur les terres. Puis, il disparaît aussi vite qu'il est venu. Ceci n'est rien à côté du déferlement de méga-tsunamis qui prennent d'assaut plus de 20 000 km de côte. D'immenses bandes de littoral sont emportées et disparaissent purement et simplement dans la mer. Ces vagues laissent d'innombrables morts derrière elles. Les incendies, tremblements de terre, tempêtes de sable et raz-de-marée qui ont suivi la chute de l'astéroïde ne font qu'annoncer un cataclysme dont l'impact sera bien plus profond. Même s'il reste quelques milliers de dinosaures sur les différents continents, les espèces sont déjà condamnées. Pour assurer sa survie, une espèce doit compter une certaine population, un nombre d'individus en dessous duquel l'extinction est inévitable. Le coup de grâce leur sera bientôt porté. Il proviendra du centre de la Terre. Lorsqu'un rocher de 10 km de diamètre s'écrase sur la planète à la vitesse de 72 000 km/h, il envoie 1 million de mégatonnes d'énergie dans le sol. Les ondes de choc sismique parcourent alors tout le globe. Les plaques tectoniques se détachent et les répliques se font sentir pendant des mois. Dans les profondeurs de la Terre, à travers les fissures nouvellement formées, la lave se fraye un chemin vers la surface. Jusqu'à jaillir de la croûte terrestre sous forme de violentes éruptions volcaniques. Des volcans éteints s'éveillent partout dans le monde. Et leurs déjections viennent grossir les nuages de poussière et de gaz toxiques qui entourent déjà la planète. Cette nappe de nuages est un véritable linceul de plusieurs kilomètres d'épaisseur qui empêche la lumière et la chaleur du soleil d'atteindre la surface de la Terre. La planète s'enfonce un peu plus dans ce qu'on appelle un hiver d'impact.
Les jours et les semaines suivants, les seuls végétaux qui continuent de pousser sont les champignons. Ils se nourrissent des matières en décomposition. Ici, en Mongolie, les dinosaures se font rares. L'avenir est sombre pour le Carnosaurus affamé. Mais il ne s'éloigne pas de la grotte qu'il a déjà sauvée à 2 reprises, ni du point d'eau où tant d'animaux venaient s'abreuver. Le dernier Carnosaurus s'effondre. Ce n'est pas la faim qui a eu raison de lui. À la surface du point d'eau, bouillonne un des gaz les plus toxiques de la nature, le sulfure d'hydrogène. Libéré des profondeurs de la Terre par l'activité volcanique, il s'amasse dans les endroits de basse altitude comme la cuvette naturelle dans laquelle se trouve le point d'eau. Le sulfure d'hydrogène paralyse les poumons. Rapidement, la victime est clouée sur place et meurt d'asphyxie. Le refuge protecteur se transforme en piège mortel. Le dernier dinosaure de cette région de Mongolie est mort. Le Mexique aussi est un gigantesque cimetière. À seulement 800 km du point d'impact, il a été frappé par des vagues de destruction successives. La nature ne lui a quasiment rien épargné. Et malgré tout, au milieu de ce champ de bataille, seul sous une fine couche de terre carbonisée, un œuf d'Alamosaure a survécu. Dans le nord-ouest Pacifique, une poignée de dinosaures parcourt encore ces paysages de désolation. Un ankylosaure, gravement affaibli par la faim, fouille le sol calciné. Avec son corps de 4 tonnes, ses 7 mètres de long et sa lourde armure, cet herbivore a l'habitude d'ingurgiter près de 135 kilos de nourriture par jour. Mais aujourd'hui, il n'a qu'un petit buisson à se mettre sous la dent. Et même pour si peu, il va devoir se battre. L'arme défensive la plus efficace de l'ankylosaure est sa queue en forme de massue.
Mais il est trop faible pour asséner un coup fatal. Contrairement au Tyrannosaure Rex. Il a fallu 160 millions d'années aux dinosaures pour atteindre ce stade de leur évolution, mais il leur a suffi d'un rocher venu du ciel pour tout anéantir. Son impact a déclenché une série d'événements qui se sont enchaînés à la vitesse de l'éclair. Les ondes sismiques ont causé des tremblements de terre inouïs. Des pluies de rochers aussi gros que des immeubles se sont abattus sur Terre, suivies par une vague d'explosions brutales, le tout en moins de 3 minutes. 44 minutes plus tard, au moment où le nuage d'éjecta est arrivé au-dessus de la Mongolie, la planète tout entière était déjà en état de choc. Les jours suivants, les feux de forêt ont tout rasé sur leur passage. De violentes tempêtes de poussière ont détruit des écosystèmes. Des vagues colossales ont dévasté les littoraux. Après une telle combinaison de catastrophes, difficile de croire qu'il y ait des survivants. Pourtant, c'est le cas. À 800 km du point de chute de l'astéroïde, la région du Mexique est la toute première à avoir ressenti la force de l'impact. Les éléments s'y sont déchaînés. Et malgré les multiples catastrophes qui l'ont dévastée, la vie n'y a pas totalement disparu. Il reste un dernier survivant, un œuf d'Alamosaure. À l'abri sous terre, le petit qu'il contient a survécu. Et il n'est pas tout à fait seul au monde. Par-ci, par-là, quelques dinosaures tentent de repeupler la planète. Mais les croisements d'animaux de même souche et la maladie fragilisent leur population déjà très précaire. Le nombre de ces bêtes qui faisaient la loi sur Terre finit par se réduire à un seul individu. Puis, lui aussi s'éteint, et avec lui, une dynastie qui a régné sur le monde pendant 160 millions d'années. Les dinosaures n'étaient pas les seuls animaux. D'autres formes de vie plus modestes vivaient à l'ombre des géants depuis très longtemps. Quand les éléments se sont déchaînés, certaines espèces se sont cachées à l'intérieur des arbres et des plantes. D'autres se sont enfouies sous terre.
petits mammifères, comme le Mésodma, se sont engouffrés dans leur terrier. Les héritiers de la Terre sont donc des animaux qui savent se cacher. Dans l'eau, les poissons ont été épargnés. Les reptiles aquatiques aussi. Les oiseaux aquatiques ont survécu en plongeant sous l'eau ou en s'abritant dans des terriers. Il faudra de nombreuses années avant que les rayons du soleil parviennent à nouveau jusqu'à la surface de la Terre. L'épais nuage commence tout de même à se dissiper. Dans le golfe du Mexique, on aperçoit le cratère profond créé par l'astéroïde. Une cicatrice légère pour une blessure aussi mortelle. Au milieu de la nature en ruine, la vie reprend. Des organismes simples tels que les moisissures ou les champignons dominent le paysage calciné en décomposition. Puis de nouvelles pousses voient le jour, une plante en particulier, la fougère. Robustes et résistantes, les fougères tapissent bientôt de vert la nature. Il leur faudra des milliers d'années pour faire place aux forêts qui insuffleront à nouveau de l'oxygène et donc la vie à la planète. Ainsi se plante le décor d'une nouvelle ère. En coulisses, attendent des animaux dont le développement a longtemps été contrarié par les dinosaures, les mammifères. À la différence des dinosaures, ils se reproduisent vite et s'adaptent à leur environnement. Ils se multiplient et se diversifient. « 10 000 espèces apparaissent ainsi aux quatre coins de la planète. Mais il faudra attendre encore des millions d'années avant que l'une d'entre elles se détache des autres et descende enfin des arbres. Ces êtres qui marchent sur deux pattes et ont un cerveau plus important que les autres mammifères vont finir par régner sur la planète, tout comme les dinosaures autrefois. Contrairement à eux, ils vont remodeler le monde en construisant des villes qui s'élèvent vers le ciel, des engins capables de quitter la planète et des armes pouvant la détruire. Rien de cela n'aurait pu se produire si une collision accidentelle dans l'espace, il y a 160 millions d'années, n'avait envoyé un astéroïde vers la Terre et condamné les dinosaures à l'extinction. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est parce qu'ils sont morts que l'espèce humaine peut vivre aujourd'hui.